La radiodiffusion-télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les exploits de Nick Carter, le détective américain. Aujourd'hui, La Caverne Rouge. Texte de Jean Marcillac, réalisation Abder Isker. Bonsoir à tous, c'est Jack Carter qui vous parle. Ce soir, je vais vous raconter un autre des exploits de l'oncle Nick. Cet exploit a eu lieu au mois d'avril 1901, c'est-à-dire il y a 2 ans. Vous vous en souvenez sûrement, les journaux du monde entier en ont parlé. À cette époque-là, l'oncle Nick se trouvait en Floride pour un temps indéterminé. Il était à Tampa, très exactement. Un beau matin, à l'Atlantic Hotel où il était descendu, on lui annonce la visite d'un certain Eric Barton. « Connais pas, dit l'oncle Nick, faites entrer tout de même. » Et il se trouve en face d'un grand type sympathique, aux tempes grises, bottes courtes, redingote noire et 2 revolvers à la ceinture. Merci de me recevoir, monsieur Carter. Je suis le shérif de Exford. Enchanté, shérif. Exford se trouve, si je ne m'abuse, à 18 km d'ici, en direction de l'océan. C'est exact, monsieur Carter. Je vois que vous connaissez le pays. Oh, notre petite ville est bien modeste. Il y a au milieu de la verdure une rue centrale, avec de chaque côté des maisons en planches, et c'est tout. Mais nous avons une banque, une caisse d'épargne, et le clocher du temple mesure tout de même 22 mètres de haut. Toutes mes félicitations. Asseyez-vous donc. Merci. En quoi puis-je vous être utile? Monsieur Carter, à une demi-lieue de Exford, lundi dernier, 2 femmes ont été assassinées. Oui, j'ai lu ça dans les journaux. Et inutile de vous dire que ces meurtres ont causé une très grosse émotion. Et je viens vous demander votre aide pour retrouver l'assassin. Mais la police officielle... Oh, elle s'est montrée au-dessous de tout. Ah. Mais comment avez-vous su que j'étais ici? Ah, mais c'est très simple. Pendant 3 jours, le coroner de Tampa a nagé lamentablement. C'est alors que, le voyant incapable d'en sortir, un membre de notre conseil municipal a émis l'idée de faire appel à vous, monsieur Carter, qui êtes le plus grand détective des États-Unis. Oh, n'exagérons rien. Votre réputation est immense, et nous savons tous qu'elle est parfaitement justifiée. Bref, le conseil municipal m'a chargé de me mettre en rapport avec vous. Je vous ai télégraphié immédiatement à votre domicile de New York, et en réponse, voici la dépêche que j'ai reçue. Oui. NC actuellement en Floride, tout près de Exford. Atlantic Hotel, signé Jacques C. Ah, Jacques C, c'est Jacques Carter, mon neveu et collaborateur. Ah, très bien, très bien. Je crains seulement que vous ne soyez ici en mission et que vous n'ayez guère le temps de vous occuper de nous. Non. Je suis venu dans ce coin pour me reposer, tout simplement. Ah, dans ce cas, nous aurions scrupule à troubler vos vacances. Oh, vous savez, comme disent les Russes, les chats ne rêvent que d'oiseaux. Et si vous venez me parler d'un volatile qui en vaut la peine, je suis votre homme. Comment? Monsieur Carter, vous accepteriez? J'étais sur le point de m'ennuyer, figurez-vous. C'est le ciel qui vous envoie. Oh, alors remercions tous les deux le bon Dieu et bénissons le hasard qui vous a amené si près de Exford. Bien entendu, votre prix sera le nôtre. L'essentiel est de trouver d'abord votre assassin. Après, nous nous mettrons d'accord, j'en suis sûr. Oui, j'en suis certain également. Un cigare? À volontiers. Ah, ceux que l'on fume dans votre pays sont de tout premier ordre. On voit que la Havane n'est qu'à une journée de bateau. Voilà, je vous en prie. Merci. Maintenant, racontez-moi votre affaire dans les moindres détails. Le plus insignifiant en apparence peut être le plus utile. Je vous écoute. Comme vous le savez probablement, monsieur Carter, Exford est relié à l'Atlantique par un petit fleuve, le Jalaya. Il va se jeter dans la mer à 5 km de là. Entre Exford et l'estuaire, à 2 km de chez nous, sur la rive droite du fleuve, se trouve un bungalow isolé qui appartenait, jusqu'à ce qu'elle soit assassinée, à une veuve, Madame Skeet. Elle vivait là avec sa servante, une fille de 22 ans, Jenny Murray. Le bungalow, qui ne comprend que 4 pièces de plein pied, est entouré de cultures de vignes et d'orangers qui permettaient à Madame Skeet de vivre dans une agréable aisance. Or, lundi dernier, au cours de la nuit, les 2 femmes ont été sauvagement assassinées à coups de couteau. On a pu reconstituer les différentes phases du drame? Oh, très facilement. L'assassin est entré dans la chambre de Jenny, la servante, en fracturant les volets. La fenêtre était ouverte, il n'a eu qu'à sauter dans la pièce et il a frappé à la poitrine la pauvre fille qui s'est débattue en hurlant. Entendant ces cris, Madame Skeet a surgi un revolver à la main. Alors l'homme a bondi sur elle et lui a ouvert la gorge. Nous avons retrouvé le cadavre dans une mare de sang et les doigts de la malheureuse étaient encore crispés sur l'arme. Le mobile du crime. Ah, c'est là ce qui nous embarrasse le plus, monsieur Carter.
Le mobile de ce double crime demeure inexplicable. Comment ça? On a pensé tout de suite à un vagabond qui avait tué pour voler. Nous nous attendions à trouver des tiroirs fracturés, des armoires minutieusement fouillées. Eh bien non, tout était intact. Et il y avait encore dans le tiroir d'un petit bureau 38 $ en billets de banque et de la menue monnaie. Les bijoux? Mais nous les avons retrouvés dans un coffret fermé à clé. On a aussitôt organisé des battues dans la forêt, tout le long du fleuve. Des bandes armées de fusils sont partis dans toutes les directions. Rien, aucun résultat. Pensez-vous que Madame Skeet aurait été victime d'une vengeance? Oh, certainement pas. C'était une brave femme et on ne lui connaissait que des amis. Quel âge avait-elle? Pourrait-il s'agir d'un amoureux éconduit? Oh non, mon Dieu, elle avait 53 ans. Elle ne pouvait plus guère inspirer que du respect. Bref, mystère total. Total, monsieur Carter. Après 3 jours d'efforts infructueux, le coroner a abandonné. Oh, pas officiellement, bien sûr. Mais il reste à temps pas, il ne se dérange même plus. Qui a découvert le crime? Un noir des Antilles, un certain Cristobal. Un pauvre diable qui travaille près de l'estuaire dans un parc à huîtres. Où habite-t-il? Dans une cabane en planche au milieu des pins qui surplombent le rivage. Une fois par semaine, il remontait en pirogue jusqu'à Exford pour faire de petits achats. Et il s'arrêtait toujours chez Madame Skeet pour lui demander s'il y avait des commissions à faire pour elle. Et ça lui permettait de gagner quelques cents. C'est comme ça que mardi matin, il a découvert les 2 cadavres. Affolé, il a sauté dans son bateau, il a remonté le fleuve aussi vite qu'il a pu, et il est venu immédiatement m'alerter. Quel genre de type? À peine 25 ans, un grand gosse, un peu chapardeur, comme ils sont tous. Ouais, naturellement, vous l'avez soupçonné d'être l'assassin. Bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi serait-il venu tout de suite me chercher? Pour endormir vos soupçons. Le coup classique. Oui, enfin, le coroner l'a cuisiné pendant 8 heures d'affilée. Il n'a absolument rien pu retenir contre lui. Uh-huh. D'autres suspects? Non, aucun. Eh bien, le mieux est de recommencer l'enquête depuis le commencement et de nous rendre sans plus tarder sur le lieu du crime. Vous êtes venu à cheval? Non, en voiture, mais si vous voulez, je vous emmène. Volontiers. Le temps de prendre cette petite valise et je suis à vous. Voilà. Je vous suis. Hey. Elle est charmante, cette propriété. Toutes ces fleurs. Oui, n'est-ce pas? On a du mal à penser que ce bungalow a été le cadre d'un drame aussi affreux, d'une véritable boucherie. Qui est cet homme assis sous la véranda? Un planton. Il reste ici nuit et jour pour que personne ne touche à rien. J'ai moi-même entouré avec de la craie les places où gisaient des cadavres. De cette façon, vous pourrez vous rendre compte avec précision de ce qui s'est passé. Bonjour, Brown. Rien à signaler? Non, shérif, absolument rien. Par ici, monsieur Carter. Voici la fenêtre par où a pénétré l'assassin. Bon. Eh ben, allons-y. Voilà. C'est la chambre de la servante? Oui. Jenny était couchée. Vous voyez? Le sang a giclé jusque sur le mur. À côté, c'est la chambre de Madame Skeet. Et ici, entre les 2 pièces, se trouvait son cadavre. Ouais. Et qu'a-t-on fait du revolver qu'elle tenait à la main? Le coroner l'a gardé, le barillet était plein. Elle n'avait pas eu le temps de tirer une seule balle. Mais si vous le désirez, on pourra vous le remettre pour que vous l'examiniez. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les constatations que vous avez faites me semblent toutes parfaitement correctes. Dites-moi, à quelle heure ce Cristobal a-t-il découvert le crime? Vers 6 heures du matin, les corps étaient encore tièdes. Ah. Ces femmes avaient-elles reçu une visite la veille au soir? Je ne crois pas. Elles n'ont pas gardé quelqu'un à dîner? Oh, certainement non. On a retrouvé sur l'évier 2 assiettes, 2 verres, 2 couteaux et 2 fourchettes. Il n'y avait donc pas eu au dîner plus de 2 personnes.
Voulez-vous me montrer le tiroir où se trouvait l'argent? Ah oui. Dans la salle de séjour. Voici. Voici. Ouais. Et le coffret à bijoux? Ici, dans l'armoire. Voilà. Très bien. J'aimerais maintenant retourner dans la chambre de Jenny. Dites-moi, je suppose qu'elle rangeait ses affaires dans cette commode. Oui, 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 oh, mais nous avons tout examiné. Où se trouvait son argent? Quel argent? L'argent de cette fille. Ah, nous n'avons pas vu d'argent. Comment? Voyons, elle touchait bien des gages. Elle le versait peut-être à sa banque. Oui, c'est possible, mais enfin, on garde toujours quelques dollars pour les dépenses courantes. Ah, nous n'avons rien trouvé. Et ça ne vous a pas étonné? J'avoue à ma grande honte qu'on ne s'est même pas posé la question. Nous avons pensé qu'à l'argent de la maîtresse et pas du tout à celui de la servante. C'est stupide d'ailleurs. Voyez-vous, shérif, nous sommes parfaitement en droit de supposer que le vagabond a volé le peu d'argent que Jenny avait dans sa commode. Elle se réveille, elle crie, il la tue. Madame Skid surgit et va tirer sur lui. Il l'égorge. Puis, pris de panique, il se sauve sans même penser à prendre l'argent et les bijoux qui peuvent encore se trouver dans la maison. Très plausible en effet. Personnellement, vous connaissiez cette Jenny? Oh, vous pensez, elle est née à Exford. Je n'en espérais pas tant. Oh, venez voir. Oui, quoi donc? Ce petit carton de mouchoir tout neuf. Regardez, comme on l'a imprimé sur le couvercle, il en contenait 6. Je n'en trouve plus que 5. Alors où est le 6e? Il ne peut être qu'au sale pour être lavé. Et où se trouve le linge destiné à la lessive? Dans un coffre du couloir. Si vous voulez bien me le montrer. Voilà. Voilà. Ouais. Des chemises. Des thés d'oreiller. Ah, des mouchoirs. Oui, je vois bien des mouchoirs, mais pas celui que nous cherchons. Mais si, là. Ah non. Non, regardez bien les 5 mouchoirs dans ce carton. Eh ben, ils sont roses avec un dessin écossais bleu marine et vert. Ceux-là ne sont pas pareils. Shérif, le mouchoir en question est bel et bien disparu. Mais pourquoi attachez-vous tant d'importance à ce mouchoir? Parce que toutes les paysannes de Floride mettent leur argent dans un mouchoir noué aux 4 coins. Ce détail m'avait frappé l'autre jour au marché. Conclusion? L'argent de Jenny a été volé. Et dire que c'est peut-être Cristobal qui a fait le coup. Tout est possible. D'ailleurs, je vais de ce pas lui rendre une petite visite. Je vous accompagne. Non. Non, rentrez dans Exford. Si vous le voulez bien, j'irai seul. Mais auparavant, je ferai subir à mon extérieur quelques légères transformations. Vous permettez? Mais qu'est-ce que vous faites? Je sors de ma valise ce vieux canetier. Ces lunettes noires et cette veste d'alpaga aux poches bourrées de livres. Maintenant, je change mes bottines pour ces bains de mer un peu fatigués. Et je glisse à mon épaule, là, cet herbier cylindrique. Une grosse loupe, une ombrelle en tussor, et voilà. Alors, que pensez-vous de cette silhouette de botaniste distingué? Oh, merveilleux. Mais comment avez-vous fait pour avoir l'air d'un seul coup si petit? Emboîtement de certaines vertèbres. C'est un truc à moi. Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais l'oncle Nick est formidable pour se déguiser. Il professe, lui, que l'habit fait le moine. Remarquez, il utilise rarement les perruques et les moustaches, et pourtant, il en possède une collection sensationnelle. Ses petits chefs-d'œuvre sont implantés à la main, poil par poil, sur un tulle invisible. Mais la plupart du temps, il estime qu'une transformation dépend surtout du vêtement, de l'attitude, de la voix et de l'expression du visage. Je suis entièrement de son avis. Ça a donc été une espèce de savant lunaire qui est passé 1 heure plus tard devant la cabane de Cristobal, le pauvre antillais, au moment où il remontait du parc à huîtres en compagnie de son chien. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ah, peut-être pouvez-vous m'enseigner. On m'a dit que de ce côté-ci, il y avait des salpiglosis, des datura cornucopées et des pyrètres roses. Est-ce exact? Je sais pas. Oh, mais mon pauvre ami, mais qu'est-ce qu'il a, votre chien? Il a attrapé mal à la patte. Permettez que je regarde? Ah oui.
Oh, mais il a été mordu par un insecte venimeux. Ah, il est tout enflé. Il faut faire quelque chose, sinon ça peut devenir très grave. Il a la fièvre. Mais moi, je ne suis pas médecin. Toi, tu es médecin? Non, non, mais je suis un savant spécialisé dans les plantes. Tenez, si vous voulez, vous allez le tenir bien fort entre vos jambes. Et je vais ouvrir la plaie avec mon canifre. Et y mettre du désinfectant dont... Oui, j'en ai ici une bouteille. Là, voilà. Et dans 2 jours, il sera guéri. Ah, le bon Dieu, il t'envoie. Attends, je vais le tenir. Il ne bougera pas. Viens ici, Zoya, viens. Viens ici. Tout doux. Là. Attendez. Attendez que je passe la lame de mon canif à la flamme de cette allumette. Là. Voilà. Maintenant, donne ta patte, mon Zoya, hein? Allez, donne. Et ne bouge plus. Là, Zoya, c'est fini. Oh, tenez-le bien. Il faut vider l'abcès maintenant. C'est fini, Zoya, c'est fini. Désinfectant. Oh, ça sent pas bon. Oh. Non, mais c'est très efficace. Ah, un petit bandage. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut là, dans ma boîte à malice. Et voilà, c'est terminé. Eh bien, tu vois, Zoya, ça n'a pas été terrible. Bientôt, tu courras comme un lapin. Oh, tu ne m'en veux pas de t'avoir fait du mal, hein? Oh, il me lèche, la bonne bête. Ah, il t'aime déjà, tu vois. Eh oui, toutes les bêtes m'aiment bien. Ah, je te remercie, monsieur. Combien tu veux? Pardon? Combien tu veux d'argent? Oh, mais rien du tout, voyons. Alors, un petit verre de rhum? Ah, ça oui, je veux bien. Viens t'asseoir devant ma porte. Ah, il est joli, ce pays. Ah, tu n'es pas d'ici, toi, hein? Non, non, j'habite une grande ville. Je suis professeur dans une université. Oh, doucement, pas tant. Merci. Et alors, tu apprends à lire aux petits blancs. Ah non, je leur apprends à connaître les plantes et les fleurs. Et à les aimer. Eh oui. Mais dites donc, il est rudement bon, votre petit rhum. Vous l'achetez-vous à Exford? Ah non, c'est un cousin qui est marin. Et il me rapporte quelquefois de la Jamaïque. Ben, si tu veux, je te donne une bouteille. Ah, volontiers. Ah, mais je vais vous la payer. Oh non. Ah si, j'y tiens absolument. Tenez, voilà un billet de $1. Moi, c'est beaucoup trop. Attends, je vais te chercher la bouteille et je te rendrai la monnaie. Dites-moi, c'est vous qui jouez du banjo? Oui. Tiens, voilà la bouteille et 20 cents. Merci. Oh, maintenant, avant que je m'en aille, faites-moi un plaisir, hein? Jouez-moi un petit air de banjo. Ah, je vais bien. Entrez. Bonsoir, shérif. Ah, bonsoir, monsieur Carter. La nuit est tombée depuis longtemps, il est bientôt 8 heures et je commençais à m'inquiéter de vous. Je suis venu à pied. Depuis l'océan? Hein? En m'arrêtant un peu plus d'1 heure dans la maison du crime. Mais savez-vous que Exford m'a l'air d'une petite ville charmante? Oh, enfin, l'éclairage des rues laisse malheureusement encore bien à désirer. Monsieur Carter, vos ordres ont été exécutés. Sitôt que j'ai reçu le message que vous m'avez fait porter par le livreur d'huîtres, j'ai envoyé mes hommes arrêter Cristobal. Il est sous les verrous? Non, il est dans la pièce à côté, sous bonne garde, et les menottes aux mains. J'ai hâte de savoir de quoi vous l'accusez. Eh bien, faites-le entrer. Barney, introduis le prisonnier. Laisse-nous, Barney. Bien, shérif. Alors, Cristobal, nous nous retrouvons. Mais j'ai rien fait. Oh, c'est pas l'avis de monsieur. Quel monsieur? Ce monsieur-là? Moi, je ne le connais pas. Ah si, Cristobal. Tu m'as vendu cet après-midi une de ces bouteilles de rhum que ton cousin te rapporte de la Jamaïque. Bah, pas à toi. Un monsieur très bon pour mon chien. C'était moi. Mais tu m'excuseras, j'avais modifié un peu mon apparence.
Non. Non, c'est pas possible. Et quand je me tiens comme ça, tu me reconnais? Ah oui, oui. Oui, c'est toi le savant. Et c'est moi qui t'ai fait arrêter, Cristobal. Pourquoi? Je t'ai rien fait. Oh, moi, non. Mais à d'autres. Alors, ne riboule pas les yeux et écoute-moi. Quand je t'ai payé la bouteille de rhum, tu es allé me chercher de la monnaie qui était cachée sous ton matelas. Mais... Ah, ne dis pas non, je t'ai vu. Mais je dis pas non. Après ça, tu m'as joué du banjo, fort bien. Et puis on s'est quittés. Moi, j'ai pris la direction de Exford et toi, tu es redescendu vers la mer. Quand tu as été assez loin, je me suis montré très indiscret, Cristobal. Je suis revenu à ta cabane. J'ai soulevé ton matelas et j'ai trouvé ton argent. Le voici. Comme vous le voyez, shérif, il est serré dans un mouchoir noué aux 4 coins. Oh, mais c'est le 6e mouchoir de Jenny, celui qui avait disparu. Eh oui. Ainsi, tu as volé Jenny après l'avoir assassiné? Je l'ai pas tué, c'est pas vrai. Je l'ai pas tué, je suis sûr que je l'ai pas tué. Alors, veux-tu nous expliquer dans quelles conditions ce mouchoir se trouvait sous ton matelas? Je l'ai pas tué. Réponds à ce que je te demande. Oui, inutile de claquer des dents et si tu n'as plus de jambes, assieds-toi, mais parle. Vais-tu parler, sale petit bandit? Non, moi pas bandit. Moi, je suis un pauvre noir, très pauvre. Le matin, quand je suis venu demander à Madame Skate si elle avait des commissions, je l'ai trouvée morte, assassinée. Jenny aussi. J'allais me sauver quand Alors, continue. Quand j'ai vu sur la commode le mouchoir de Jenny. Il y avait dedans $3. Moi, je suis un pauvre noir. J'ai emporté le mouchoir. Voleur et assassin! Non, je n'ai pas tué. Je jure sur le Christ. Je porte le nom du Christ. Et si je mentais, le tonnerre, il tomberait ici. Hé là. Dis-moi, ces 3 billets de $1, ils étaient bien dans le mouchoir de Jenny? Oui. Tu n'as pas trouvé qu'ils avaient quelque chose de particulier? Non. Quoi? Ils sont faux. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'ils sont faux, voyez vous-même. En tout cas, ils sont admirablement imités. Tenez, en voici un vrai. Oui. Eh bien, comparez. Ces 2 traits n'ont pas la même finesse et il y a là, dans le filigrane, cette petite différence. Ah oui, en effet. Mais comment Jenny était-elle en possession de 3 faux dollars? Oh, moi, je crois. Je crois que je sais. Tu sais quoi? John Cox. C'est sûrement John Cox qui les a donnés à Jenny. Oh, Lanton, tu es fou. Mais qui est cet homme dont il parle? Oh, un brave garçon qui a un lopin de terre et 3 vaches. Il a peut-être un petit faible pour le whisky, mais il vit dans le pays d'une excellente réputation. Je ne vois pas John Cox manipulant de la fausse monnaie. Pourtant, shérif, Jenny avait juré qu'elle irait vous voir pour vous le dire. Primo, Jenny n'est pas venue me voir, et secondo, explique-toi. Le jour avant le crime, je suis allé voir Madame Skate. Je m'approche et je surprends dans le bois, derrière la maison, Jenny en train de se disputer avec John Cox, qui était sous. Et qu'est-ce qu'il disait? John, il disait, « Oui, je peux avoir de l'argent tant que je veux. Alors c'est pas pour me marier avec toi, une domestique. Je peux prétendre au plus beau parti. » Jenny, elle pleurait, furieuse, et elle disait, « Eh bien, va la retrouver, ta demoiselle. Mais moi, je te dénoncerai. Oui, j'irai dire au shérif quel argent tu m'as donné. De quel argent tu te sers. » Alors John, il a crié, « Je t'empêcherai de parler. » Jenny n'a pas entendu. Elle est rentrée dans la maison et John, il s'est couché par terre pour dormir. Dis-moi, tu es sûr qu'il lui a crié « Je t'empêcherai de parler » ? Ah oui, ça alors, je le jure. C'est tout ce que tu as à nous dire? Oui. Eh bien, shérif, je pense que pour le moment, nous n'avons plus rien à tirer de ce garçon. Mais bien entendu, nous le gardons. Mais c'est pas moi l'assassin. En tout cas, tu es un voleur. Et de toute façon, crois-moi, tu as intérêt à rester bien à l'abri au fond d'une prison. Jenny a certainement été tuée pour qu'elle ne parle pas. Alors après ce que toi tu viens de nous dire, je ne donnerai pas cher de ta peau. Vous avez raison, monsieur Carter. Allez, viens par ici, toi. Allez, Barney, conduis-moi ce gaillard en cellule et surtout qu'il y reste seul. Personne avec lui, tu m'entends? Sa vie est en danger. Viens, shérif. Allez, viens. Shérif, Oui. vous croyez ce John Cox capable d'assassiner 2 personnes pour ne pas être dénoncé? Ah, je ne le connais pas assez pour vous répondre, monsieur Carter.
Jusqu'ici, je vous l'ai dit, il a joui d'une bonne réputation. Voilà. Oui, mais il ne peut être qu'affilié à une bande de faux monnayeurs pour s'être vanté d'avoir de l'argent autant qu'il en voudrait. Oh, s'il y avait dans la région une bande de ce genre, un indice si minime soit-il serait bien parvenu jusqu'à moi, voyons. Alors. Mais vous n'avez jamais entendu parler de faux billets en circulation? Jamais. Enfin, très rarement. Il y a environ 2 ans, au drugstore, un billet de $5. C'est l'affaire la plus récente. Eh bien, la vérité, shérif, il circule beaucoup de fausses monnaies dans cette région. Mais c'est si bien limité qu'on ne s'en aperçoit pas. Et j'ai tout lieu de croire que l'imprimerie clandestine ne se trouve pas très loin d'ici. Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer une chose pareille? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas venu en Floride pour me reposer, mais précisément pour tenter, sur la demande de Washington, d'arrêter la bande de faux monnayeurs dont nous parlons. Oh, ça par exemple. Et je dois dire que le vol de Cristobal et l'attitude de ce John Cox viennent très sérieusement renforcer mes soupçons. Un pays si tranquille. Ah, ça, je n'en reviens pas. Mais croyez-vous que ces bandits savent pourquoi vous êtes en Floride? J'ai bien le droit de prendre des vacances, non? Et de m'amuser pour ne pas perdre la main à rechercher l'auteur d'un double assassinat. Cela n'implique pas forcément que je m'intéresse à une bande de faux monnayeurs. Mais si c'est John Cox qui a tué ces 2 femmes, et s'il vous soupçonne d'avoir eu vent de quelque chose au sujet de ces faux billets, mais il va chercher à vous supprimer. Ah, sans aucun doute. Aussi, je vais m'occuper sans perdre une minute de ce gentleman. Où habite-t-il? Vous voulez l'arrêter? Oh, pas encore. Pour l'instant, je me bornerai à aller faire un petit tour du côté de sa maison. À cette heure-ci? Pourquoi pas? Simple repérage. Et puis, sous la lune, il se passe parfois des choses qui ignorent la lumière du jour. Je vais avec vous. Ah non, mon vieux, non, non. Il est tard. À Exford, on se couche certainement de bonne heure et je ne voudrais pour rien au monde troubler vos habitudes. Mais je ne dormirai pas, vous savoir en danger. Oh, mais je sais me défendre, soyez tranquille. Allez, expliquez-moi plutôt où se trouve la maison de Monsieur Cox. Ah, vous n'êtes pas raisonnable. Allez, faites-moi un petit croquis. Ah, s'il vous arrive quelque chose, je m'en tiendrai un peu pour responsable. Enfin. Alors, voilà la grande rue en direction de l'est. Oui. Hein? Au bout du pays, vous marchez 500 mètres environ. Là. Et ici, vous trouvez sur votre gauche un chemin qui grimpe à travers bois. Bon. Vous le suivez jusqu'à une clairière où il y a un pâturage et une petite maison flanquée d'une étable à vaches. Hein? C'est là. Merci. Et revenez vite. Je vous ai fait préparer une chambre. Elle est juste au-dessus de cette pièce, au premier. Vous en excuserez le peu de confort, je suis un vieux célibataire qui s'entend assez mal aux choses de la maison. Mais cette hospitalité, Monsieur Carter, vous est offerte de bon cœur. Merci, shérif. À charge de revanche quand vous viendrez à New York. D'accord. Vous savez bien vos revolvers? Oh oui, et je sais m'en servir. Alors soyez prudents et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà l'oncle Nick parti vers la maison de John Cox, complice des faux monnayeurs. Il traverse la petite ville endormie. Il marche sur la route toute blanche sous la lune. Puis il prend à gauche, s'enfonce dans le bois et s'arrête enfin à 50 mètres de la maison. Aucune lumière. Seulement le meuglement des vaches. 10 minutes. 20 minutes. Une demi-heure. Rien d'anormal. Une balle vient percer le chapeau de Nick Carter qui riposte. Oh, mais blessé. Quoi? C'est vous, shérif? Oh, vous occupez pas de moi, vite. John a filé par là, tirez dessus. Là, à droite. Ah, je t'en fiche. Il est loin maintenant. Comment c'est vous qui avez reçu ma première balle? Oui, oui. Oh, je m'en veux, c'est stupide. J'ai aperçu votre silhouette et je l'ai prise pour celle de ce bandit. Montrez. Où êtes-vous blessé? À la main droite. Oh, je pense que ce sera rien. La balle a dû rester. Oh, il faudra que le médecin me la retire. Oh, vous m'envoyez une navrée. Attendez que je vous fasse un bandage avec mon mouchoir, là. Ne bougez pas. Oh.
Mais aussi, qu'est-ce que vous faisiez là? Je vous avais défendu de sortir. Mais quand vous avez été parti, je n'étais pas tranquille et je me suis dit que je ne faisais pas mon devoir. Ben oui, il fallait que je reste avec vous pour vous protéger en cas de danger. Oh là là. Alors, je suis venu vous surveiller, prêt à intervenir à la première alerte. Malheureusement, John Cox a surgi d'un fourré. Il a tiré sans que j'aie eu le temps de le voir. Et au moment où j'ai voulu l'abattre, j'ai reçu votre balle dans la main. Oh là là. En tout cas, nous sommes fixés. Hein. Sa culpabilité est maintenant hors de doute. Pouvez-vous tenir encore quelques minutes, le temps de jeter un coup d'œil dans la maison? Oh, mais naturellement. Allez, je vous suis. Qu'est-ce qu'elles ont à meugler comme ça? Ah oui, c'est curieux. Elles sont peut-être malades. Oh, mais on n'y voit plus rien. Attendez, j'ai ma lampe électrique. Regardez. Quoi donc? Ces vaches n'ont pas été traites depuis au moins 48 heures. Mais ce type est devenu fou, ma parole. Allez, entrons dans la maison. Oui. Eh ben, la porte est fermée à clé. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Entrez. Je ne vois rien d'anormal. Ah non? Si ce n'est que voilà du pain dur comme du bois et dans cette assiette des aliments qui commencent à moisir. Ça y a bien 2 jours que cette maison n'a pas été habitée. Si John est allé se cacher parce qu'il est l'assassin, ça ne me semble pas très malin. Ah, moi, je suis bien de votre avis. Allez, rentrons en ville et envoyons quelqu'un traire ces pauvres bêtes. Pendant ce temps-là, le médecin vous extraira la balle. Ah oui. Ça. Cet accident est stupide, je vous en demande encore Ah, pardon. enfin, c'est uniquement de ma faute, monsieur Carter. Mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Oh là là. Oh. Le lendemain, l'oncle Nick passa la matinée au chevet du shérif qui, entre 2 grimaces de douleur, s'efforçait de sourire. Puis, tout l'après-midi, il interrogea les habitants de Hexford pour essayer de reconstituer l'emploi du temps de Jenny et de John Cox. Lui, on l'avait vu plusieurs fois, mais elle, pas du tout. Elle n'avait pas dû quitter le bungalow depuis une semaine. Pourtant, vers 9 heures du soir, quand Nick Carter revint voir le shérif qui avait un peu de fièvre, il était porteur d'un curieux renseignement. Dites-moi, shérif, vous connaissez la petite Julia Adams? Oui, la fille du coiffeur. Tout à l'heure, elle m'a rattrapé dans la rue pour me dire que sa petite amie Betty Hawkins lui avait affirmé avoir vu de sa fenêtre Jenny entrer chez vous en se cachant, vers 10 heures du soir, la nuit du drame. Jenny, dans cette maison la nuit du drame? Cet enfant se trompe ou c'est une mythomane? Oui, c'est bien mon avis. Permettez? Tiens, Barney, vous écoutez aux portes? Moi, non. Je passais pour aller chercher au fond du couloir des formulaires de procès-verbaux. Ah bien. On ne m'enlèvera pas de l'idée que votre fidèle Barney écoutait à cette porte. Où couche-t-il? Dans une petite pièce au rez-de-chaussée, près des cellules. Et si cette petite fille disait vrai? La nuit du crime, Jenny est peut-être venue dans cette maison pour parler à Barney. Mais dans quel but? Il serait bon d'interroger d'abord la petite Hawkins dès demain matin. Après, nous verrons. Oui, vous avez raison. Nous irons la voir dès 8 heures avant son départ pour l'école. Et elle demeure en face. Mais l'oncle Nick n'eut pas besoin d'aller chez Betty Hawkins. À 7 heures du matin, on frappait violemment à la porte du shérif. C'était le père de la petite. Il était atterré. L'enfant avait été enlevé dans la nuit. La nouvelle bouleversa la ville entière. Toutes les recherches restèrent vaines. Vers 2 heures de l'après-midi, Nick Carter décida d'aller à Tampa chercher les renforts de police. Il emprunta la voiture du shérif, fouetta le cheval et partit à bride abattue. Soudain, 4 kilomètres plus loin, en traversant la forêt, Ma parole, mais c'est sur moi qu'on tire! Oh!
Maladroit! Oh, inutile de te cacher, je t'ai vu. Et je vais te montrer que je tire mieux que toi. Je fais mouche à tous les coups, mon gars. Voilà qui file comme un lapin, tiens. J'aimerais bien savoir où il va. Nick Carter court aussitôt à l'endroit où était le bandit, mais il ne trouve qu'un peu de sang dans l'herbe. Un peu plus loin, encore une goutte de sang. Puis plus rien. Si, des empreintes de pas qui ont écrasé des feuilles. L'art de suivre les traces, l'oncle Nick l'a appris d'un grand maître, Buffalo Bill lui-même. Il se jette donc à plat ventre et renifle comme un chien de chasse. Puis il part droit devant lui. Les taches de sang réapparaissent. Elles se font plus nombreuses. Soudain, elles s'arrêtent devant un rocher. Visiblement, il a été déplacé. Oui, il tourne sur un pivot d'acier et Nick Carter découvre un trou et au fond du trou, des marches qui s'enfoncent dans les entrailles de la terre. Les marches sont pleines de sang. C'est par là que l'homme a disparu. L'oncle Nick n'hésite pas, il descend. Il allume sa lampe électrique et bientôt, le voilà qui longe un couloir. Soudain, il bute dans un corps. C'est l'homme blessé qui vient de tomber d'épuisement. Tu es là, voyou. Ne me faites pas de mal. Je vous en supplie. Je vais mourir. Bah, je te soignerai tout à l'heure. Pour le moment, je cadenasse cette chaîne autour de tes chevilles. Voilà. On ne sait jamais, hein. Et quittant le blessé, Nick Carter suit le couloir. Tout au bout, il y a de la lumière. Il se baisse, se met à ramper et parvient à se dissimuler derrière des caisses entassées près de l'entrée d'une sorte de caverne. De puissantes lanternes sont au mur. Dans la caverne, il y a un matériel d'imprimerie, l'antre des faussaires. 5 hommes sont là. Un prisonnier près d'un billot, un bourreau et son aide avec une hache, un accusateur, et assis sur une estrade, un personnage muet vêtu d'une robe de bure et d'une cagoule, le chef. Auprès de lui, l'accusateur parle. John Cox, vous allez mourir. Non. Oh non, je vous en supplie. Oh non, je vous en supplie, je ne veux pas mourir. Pardon. Le maître ne pardonne jamais. Vous avez violé le serment prononcé le jour où vous avez été reçu parmi nous. Vous vous êtes enivré et vous avez dit à la servante Jenny Murray que vous pouviez avoir autant d'argent que vous le vouliez. Et alors qu'il vous était interdit, comme à nous tous, d'utiliser notre production à l'intérieur d'un rayon de 50 km, vous avez remis de faux dollars à Jenny Murray, qui est allée vous dénoncer au shérif. De crainte que cette fille ne parle davantage, notre grand maître a dû la tuer dans le courant de la nuit. Il a dû aussi égorger Madame Skitt, qui le menaçait d'un revolver. Ce double meurtre, vous en êtes responsable, John Cox. Et ce qui est plus grave encore, c'est que Jenny, qui avait remis un de ses faux dollars au shérif, en avait gardé 3 dans son mouchoir. L'antillais Cristobal les a volés, et grâce à ce vol, Nick Carter, le plus dangereux détective des États-Unis, a été sur notre piste. Heureusement qu'à cette heure, il est mort, car un de nos camarades a été chargé de l'abattre. Dieu ait son âme. Pour toutes ces fautes, pour toutes leurs conséquences, soumettez-vous, John Cox, et placez votre tête sur ce billot. Vous allez mourir. Bourreau, faites votre devoir. Non, laissez-moi. Je ne veux pas, je ne veux pas. Allons, allons. Laissez cet homme! Nick Carter, sauve qui peut. Le premier qui bouge, c'est là-bas. Un revolver dans chaque main et 6 balles dans chaque revolver, il y a largement de quoi envoyer 5 bandits dans l'au-delà.
Allez, toi, le bourreau, détache les mains et les pieds de ta victime. Je vous le défends. Pour servir d'exemple. Et c'est moi qui commande. J'ai dit détacher le prisonnier. Très bien. John Cox, je t'ai sauvé la vie, alors aide-moi. Hein. Attrape ces menottes et passe-les au poignet de ton bourreau. Mais ta gueule ou je t'assomme! Voilà, c'est fait, monsieur Carter. Et ces menottes-là pour l'aide bourreau. Voilà, monsieur Carter, c'est fait. Et maintenant, grand chef, à nous deux. Il me reste encore 11 balles à ton intention. Qu'as-tu fait de la petite Hawkins? Tu ne veux pas répondre? Moi, je peux vous le dire. Elle est enfermée là à côté, dans un cachot. Qui a la clé? Le grand maître. Alors, grand maître, donne la clé. Donne-la ou je tire. À la bonne heure. Tiens, Cox, prends-la. Mais qu'est-ce qui vous est donc arrivé, chef? Vous aussi, vous portez un bandage à la main droite? C'est pour ça que vous n'avez pas tiré sur moi, hein? Cox, prends cette corde qui te ligotait si bien. Ficelle-moi ton patron et rapidement. Ah. On se laisse faire bien gentiment. Voilà qui est raisonnable. Dame, 11 balles dans la peau tout de suite ou la corde au cou dans 6 mois. Il vaut peut-être mieux attendre 6 mois, on ne sait jamais, n'est-ce pas, chef? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah, voilà, monsieur Carter. Ah, il ne peut plus bouger. Maintenant, dites-moi, vous autres. Vous savez qui était votre grand chef? Non, on ne l'a jamais vu qu'avec sa cagoule. C'était l'autre qui est là par terre qui transmettait les ordres. Eh bien, vous allez le savoir. Je me réserve le plaisir de lui arracher moi-même sa cagoule. Regardez. Oui, mes amis, le shérif. Le shérif qui ne parlait jamais pour ne pas être reconnu. Le shérif qui, dès le premier soir de mon arrivée, m'a tiré dessus. Le shérif 2 fois assassin, bien décidé à voir ma peau et à faire couper la tête de John Cox. Le shérif, enfin, qui n'a peur d'une petite fille. Mon excellent ami, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous ne voulez pas parler. Vous avez raison. Comme dit le poète, les âmes se pèsent dans le silence, comme l'or et l'argent dans l'eau pure. Et voilà. Tout ce joli petit monde a été emmené en prison. La petite Hawkins a été rendue à papa-maman. Et quand l'oncle Nick a été de retour à New York, oh, mes amis, qu'est-ce qu'on l'a fêté! Les petits plats dans les grands, foie gras, champagne et bien entendu, notre petit 4 mains. À la semaine prochaine. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre La Caverne Rouge, texte de Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage et ovalerie, assistante Odette Briane, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. Et Georges Hubert, Maurice Nazil, Henri Jouff, Christian Delmas, Robert Liensol, Jacques Play. Le récitant, Jack Carter, neveu de Nick Carter, Pierre Pernet. Vous entendrez vendredi prochain à 20h30 sur cette même chaîne un nouvel exploit de Nick Carter, La fenêtre qui tue.